je suis très fière de la profession dans son intégralité. Et en un an, toute la profession, parce qu'elle a été mobilisée sur ce sujet, a été capable d'en mettre en place une révolution, parce que je pense qu'on peut parler de révolution quand le pharmacien se met à vacciner. C'est quand même plus de 150 000 patients qui se sont fait vacciner par des pharmaciens. Donc on atteint notre objectif de santé publique, d'amélioration de la couverture vaccinale. Je peux tout de suite aussi aller vers l'avenir, hein, et le souhait, bien évidemment, c'est que cette expérimentation soit élargie, bien sûr, d'abord à toute la population adulte et effectivement également à plus de territoires. Les 150 000 personnes qu'on a vaccinées, qui sont 3 à 4 fois plus que ce que le ministère attendait. Puis sur les 150 000 patients que nous avons vaccinés, il n'y a eu aucun problème. Quand les pharmaciens s'y mettent, en tout cas, on peut leur faire confiance. L'expérimentation de la vaccination a un petit peu libéré les esprits et remotivé les étudiants sur cette filière. Les seuls petits bémols ont été l'accessibilité peut-être aux formations dans les territoires un peu plus reculés. Le pharmacien est en train de rentrer dans un des acteurs de la vaccination, et il serait bien aussi que pour la vaccination en général, on puisse disposer des vaccins à l'heure où la politique vaccinale est une des priorités du gouvernement. Je voudrais juste dire un dernier mot aussi pour remercier les adjoints, puisque parmi les plus de 5000 pharmaciens qui ont participé à l'expérimentation, il y a eu au moins la moitié de pharmaciens qui étaient les pharmaciens adjoints, et on sait qu'ils ont fortement contribué aussi à la réussite de cette expérimentation. Heureux. Pourtant, à l'origine, c'était, on peut le dire, ce n'était pas évident, comme l'a dit Karine. C'était vraiment une expérimentation qu'il a fallu monter au pas de charge. Au début d'expérimentation, 50% des pharmaciens étaient prêts. C'était quand même une performance. Je vais plus parler des patients. Gros succès au niveau des patients. Pour eux, c'était une évidence. La grosse question, là où j'avais du mal à répondre, et là où j'ai passé du temps par contre, c'est pourquoi j'ai le droit de vacciner madame qui a un bon et pourquoi je ne peux pas vacciner monsieur qui n'en a pas. Là, il va falloir travailler. Parmi tous les vœux, il n'y a pas eu de simplification administrative. Moi, j'en ai un à ce sujet. La plateforme de l'ordre qui a été mise est un super outil. Je pense que maintenant, il va falloir enlever quelques questions pour que ce soit un peu plus fluide. J'aimerais bien arrêter d'imprimer une attestation de vaccination et de pouvoir l'envoyer par messagerie, parce que moi, j'ai une messagerie. Le médecin traitant, autour de chez moi, aucun n'en a une. Beaucoup de patients se sont étonnés, mais vous êtes sûr que je dois rester assis un quart d'heure ? D'habitude, je suis déjà reparti. Là aussi, il va falloir mettre plus de fluidité. Voilà quelques pistes pour l'année prochaine. Alors Clésia est un assureur santé complémentaire avec une spécificité. Je faisais les comptes un vendredi de la semaine dernière. Nous protégeons 88% des pharmacies de France et des DOMTA. Depuis quelques années, avec l'USPO, avec l'industrie pharmaceutique, je pense à Patrick Erard, nous avons travaillé sur ce sujet qui était celui de la vaccination, considérant que dans le XXe siècle, il est très clair que globalement, c'est l'acte de prévention qui a le plus, comme le disait la présidente de l'Ordre, a le plus concouru à sauver des vies. Nous nous sommes lancés sur l'ensemble des 3 millions de clients que nous protégeons à travers les 300 000 entreprises que couvre Clésia, sur cette action de vaccination antigrippale en entreprise. Très rapidement, les fédérations des pharmaciens se sont dit, à juste titre, nous qui cherchons à étendre nos actions de proximité, il nous faut être des acteurs dans cette vaccination. Nous avons engagé 3 ans plus tôt une démarche de vaccination d'abord des salariés. Nous avons commencé il y a 2 ans cette démarche. 200 pharmacies, quasiment pas grand-chose, avaient initié ce sujet-là. Nous sommes, l'année dernière, nous sommes passés à 1200 pharmacies
qui ont fait vacciner l'ensemble de leurs salariés. Donc une action assez large, dans un process administratif, vous parliez tout à l'heure de simplification, qui était simplement une déclaration par Internet sur l'honneur du pharmacien qu'il avait fait vacciner, ou en tout cas que ses salariés avaient été vaccinés, et que le remboursement de l'acte avait été de fait automatiquement délivré par l'assureur complémentaire que nous sommes. Action volontaire des pharmaciens, qui sont très contents. Pour 98% de ceux qui l'ont fait, disent « Ok, c'est super, ça va vite, et on va continuer ». La Fédération nationale de la mutualité française a fortement soutenu cette expérimentation. Nous avons participé aussi à cette expérimentation en tant qu'offreurs de soins. Alors, nous sommes une toute petite goutte d'eau dans l'ensemble du maillage territorial officinal, mais nous avons, nos mutuelles ont des pharmacies dites mutualistes qui ont participé à l'expérimentation dans les 2 régions avec des patients qui sont tout à fait satisfaits, des pharmaciens également qui sont satisfaits du nouveau rôle qui leur a été offert. Et je peux d'ores et déjà dire que pour la seconde campagne, nous aurons vraisemblablement d'autres pharmacies mutualistes expérimentatrices dans les 2 régions et également de nouveaux pharmaciens expérimentateurs dans les pharmacies qui étaient déjà expérimentatrices. Il y a un attachement fort de la mutualité française et des mutuelles qu'elle représente, aussi bien à la fois au bon usage du médicament, mais aussi à une bonne prise en charge du médicament. Jusqu'à maintenant, on parlait plus d'automédication que de médication officinale accompagnée. Et à ce titre, je pense que c'est plus à ce titre-là que la mutualité française était frileuse. Mais je crois aussi que si on parle un petit peu plus de médication officinale accompagnée, là, on le sera beaucoup moins. Nous, on préfère de loin une médication officinale qui serait accompagnée par le pharmacien d'officine. En même temps, avant de s'y lancer à bras ouverts, il faut aussi que plusieurs préalables soient respectés. Je crois qu'il faut qu'il y ait l'observation d'un protocole au préalable, mais là, je crois qu'il n'y a presque pas de sujet. Le rôle de conseil du pharmacien d'officine n'est plus à démontrer. C'est qu'on ne doit pas faire ça sans en discuter avec les médecins. Les médecins qui sont aujourd'hui les prescripteurs. Il n'y a pas que les zones sous-denses. Moi, je pense aussi qu'il y a certaines catégories de la population qui pourraient être très intéressées par la médication officinale accompagnée. C'est notamment certaines catégories actives dans des zones urbaines. La médication officinale, avec le maillage territorial dont on a déjà parlé, qui est un des atouts de notre système de santé aujourd'hui, profitons-en et essayons d'aller de l'avant. Il me semble qu'il nous faudrait quand même une étude financière sérieuse de l'impact de cette médication officinale. On a des chiffres qui circulent. Lançons-nous dans une expérimentation. Si on n'arrive pas, je pense que l'étude, elle va être compliquée à faire. Donc, lançons-nous dans une expérimentation pour mettre en place une évaluation de cette expérimentation qui soit sérieuse et qui nous permette, pourquoi pas, de la généraliser. Je voudrais que la profession soit ambitieuse et effectivement sorte de peut-être d'une timidité ou de complexe ou je ne sais pas, mais on a toutes les compétences et toutes les qualités pour justement être ambitieux et se fixer des objectifs en termes de santé publique et d'intérêt pour le patient. Les pharmaciens sont les experts du médicament. Les pharmaciens sont les meilleurs professionnels de santé. On revient à ce qu'on disait ce matin sur le polytechnicien, pour justement conseiller, délivrer, accompagner le patient, et y compris dans sa consommation de médicaments journalière. Moi, je pense qu'il y a certains médicaments de prescription aujourd'hui médicale obligatoire qui peuvent être conseillés et délivrés par le pharmacien. On peut citer l'exemple de la codéine. On sait tous, effectivement, on a vu la codéine devenir listée. On reparlait aussi ce matin de cas
l'infection urinaire du samedi après-midi, mais on a aussi la rage de dents, la migraine, enfin voilà, donc dans les antalgiques, il y a des choses que le pharmacien doit pouvoir faire aujourd'hui. Donc moi je dis, en résumé, pour ne pas rentrer trop dans les détails, soyons ambitieux, souvenons-nous que nous sommes les experts du médicament et que nous sommes les meilleurs professionnels de santé pour prendre en charge justement les pathologies bénignes, alors certes encadrées avec toute la sécurité et la qualité, mais voilà, soyons ambitieux, soyons forts de nos compétences et faisons des propositions pour le bénéfice du patient et pour le bénéfice de la santé publique. Je voulais revenir sur la médication officinale, qui est un sujet qui date depuis très très longtemps à l'USPO, puisque tu te rappelles... On commis un rapport là-dessus. Voilà, on participait à tes réunions et sur le rapport. Nous, c'est clair, on veut faire de la médication officinale un parcours de soins. Alors, au-delà des mots, au-delà des déclarations publiques, qu'est-ce que ça veut dire un parcours de soins? C'est-à-dire que quand un patient demande un médicament et que le pharmacien lui conseille et lui délivre, eh bien, ça fait partie de l'histoire du patient. Sur le parcours de soins, c'est une véritable stratégie. On n'a pas besoin d'un diagnostic médical, on a les mêmes molécules qui sont accessibles au conseil pharmaceutique. Les molécules qui sont accessibles au conseil pharmaceutique ne sont pas des molécules qui ont été déremboursées. C'est des molécules qui ont un statut permettant aux pharmaciens de le conseiller, et c'est la même composition que ce que peut prescrire le médecin. Sauf que la quantité dans les boîtes est réduite, puisqu'on est, nous, sur du court terme, et pas, comme les prescripteurs parfois, sur des patients qui ne doivent pas être pris en charge à long terme, et là, ce n'est pas du ressort de la médication officinale. Mais qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui? Moi, ce qui me choque, c'est pas... Bien sûr qu'il faut qu'on parle aux médecins. Bien sûr que je salue la présence de Jacques Battistoni, le nouveau président de MG France, qui participe à ces rencontres. Bien sûr qu'il faut qu'on discute avec les médecins parce que ça peut avoir un impact économique, bien évidemment. Ça peut avoir un impact sur l'organisation. Mais enfin, on est quand même là sur des consultations qui posent problème parce qu'elles sont souvent non programmées et qui viennent perturber l'activité du cabinet médical par définition. Et c'est ça qui pose problème et qui mange du temps médical, alors que le temps médical aujourd'hui est devenu extrêmement précieux, rare, parfois absent, parfois extrêmement tendu, et on sait que le problème est devant nous et n'est pas derrière nous. Quand on discute avec un patient qui a une complémentaire santé, qu'il paye, et il attend de cette complémentaire santé qu'elle soit en phase avec ses besoins, eh bien cette complémentaire santé fonctionne si on a une consultation, si on va aux urgences, et là on a le permis à remboursement qui est l'ordonnance. Mais il n'y avait pas besoin de diagnostic. L'ordonnance devient un permis à remboursement. Et après, le patient vient à la pharmacie et il est remboursé avec un coût qui n'est pas négligeable, y compris pour l'assurance complémentaire. Laissons le choix au patient. Si la complémentaire prend en charge sur un système forfaitaire les mêmes médicaments qui pourraient être conseillés ou prescrits par le médecin, comme vous le disiez, le patient choisira le parcours qui lui convient. Je trouve votre formule médication officinale accompagnée parfaite. C'est accompagner, c'est partager. On n'est pas là sur un parcours de consommation. On n'est pas là pour une incitation à consommer et à ce que la complémentaire soit un guichet ouvert. Ça n'a aucun sens. C'est l'organisation d'un nouveau parcours de soins sur le premier recours quand il n'y a pas besoin de diagnostic. Et il est évident que l'information doit être partagée avec le médecin. Si on conseille un médicament, il faut que le médecin sache que le patient est venu avec 2 épisodes de toux dans les semaines qui ont précédé. Ça va l'aider dans la prise en charge du patient, ça va l'aider dans son diagnostic et dans sa stratégie. On ne pourra pas organiser un parcours de soins si on ne monte pas l'homogénéité de la qualité du conseil pharmaceutique. On a des arbres de décision qui sont prêts, sur lesquels on a travaillé d'ailleurs avec l'industrie. Voilà, une véritable stratégie d'organisation. Et dans la stratégie nationale de santé, la médication officinale n'avait pas été oubliée dans cette stratégie.
on voit bien que le monde change. Hein. On va négocier cet après-midi sur la télémédecine. C'est la 2e séance de négociation. Il y a une place pour les médecins, il y a une place pour les autres professions de santé et on y veillera. Et nous, à MG France, on y veillera aussi. Je vois aussi les inquiétudes qui existent dans ma profession de médecin généraliste. Je vois aussi les inquiétudes chez les infirmières et tout ça. Donc, on doit tenir compte un petit peu de ces inquiétudes des uns et des autres et des modèles économiques qu'éventuellement on déstabilise quand on change quelque chose. Donc, oui pour le changement, oui on doit s'adapter, mais attention aussi aux difficultés. Et la façon de résoudre les difficultés, et tu la connais Gilles bien sûr, c'est le travail en équipe. Le travail en équipe, c'est la solution. Et pour reprendre l'exemple de la cystite et de la médication pharmaceutique, il se trouve que dans mon pôle de santé, un de nos pharmaciens a proposé un protocole de soins que nous avons validé ensemble sur la prise en charge des cystites. Dès lors que l'information circule, que ce soit en matière de grippe ou en matière de médication, il n'y a pas de souci. Et là, je te rejoins sur la notion de parcours de soins. Bilan net de l'affaire, nous avons introduit ce type de forfait sur l'ensemble des 120 000 salariés de la pharmacie d'officine. Hein, puisque avant de montrer ce qu'on peut faire à l'extérieur, il faut qu'on respire nous-mêmes ce que l'on fait. Quelle est la conclusion? Aujourd'hui, sur les dépenses de médicaments des salariés de pharmacie d'officine, 2017, 6,8 millions, en augmentation d'1%. Dans ces dépenses de médicaments, on est passé médicaments qui passent par le parcours de soins. Moins 3%, 6,1 millions, pour dépenser 90% des médicaments. Je vous parle de la consommation du compte. Augmentation de, je reprends votre terme, médication officinale accompagnée. Voilà, vous voyez, il progresse. Progression des forfaits médicaments qui ne sont hors parcours classique, plus 45%, mais qui représentent que 10%. Donc on voit que en offrant cette capacité dans des forfaits complémentaires, on arrive très clairement à satisfaire le client, le patient, qui lui-même est salarié d'une officine.